Bienvenue pour partager cette conférence intitulée Dieu et le cosmos à travers l'histoire de la découverte de l'immensité de l'univers. Donc, cette conférence entre dans les activités du centre Teilhard de Chardin, qui est actuellement abrité par dans la maison franciscaine de la Clarté-Dieu à Orsay. Le futur bâtiment se construit actuellement sur le plateau de Saclay pour une ouverture prévue dans le courant de l'année prochaine. Donc, ces conférences entrent dans une des trois thématiques de réflexion lancées par le Centre Teilhard de Chardin, l'écologie intégrale, ce titre qui vient de l'encyclique Laudato Si. Mais donc, avec le titre de cette conférence, on prendra un point de vue très élargi en replaçant cette notion très, très riche qui a été introduite par le pape François, là dans le contexte de toute la création. Et donc, en même temps, vous pouvez noter en bas de l'image l'adresse où vous adressez pour être informé des prochains séminaires. Donc, je me risque à cette démarche comme scientifique, avec comme spécialité l'astrophysique, et en même temps comme chrétien, puisque je suis qui essaye de confronter son engagement spirituel avec la science que je pratique. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, c'est par cet avant-propos qui précise la démarche suivie. Donc, il y a ce qui est le premier constat, c'est que l'étude de la formation de l'univers, qui est bien sûr une préoccupation centrale de l'astrophysique, est un lieu privilégié de rencontre entre science et théologie, parce qu'elle pose la question de l'origine, de l'évolution et de la finalité. Alors, pour décrire ces rapports, bien, j'utilise comme fil conducteur la mesure de la distance des astres, qui en fait fait partie d'un enseignement, une conférence que j'ai été amené souvent à faire sur la mesure des distances cosmiques. Donc ce sera un petit peu technique nécessairement, mais en restant le plus possible pédagogique. Mais ce sera l'occasion d'en parler, de voir le cheminement de la pensée et en particulier l'évolution des rapports entre science et théologie au sujet de l'histoire de l'univers. Et enfin, dans une dernière partie, j'apporterai mon témoignage de chercheur, chrétien pratiquant, qui travaille dans ce domaine, en essayant de répondre à ces questions. Qu'est-ce que cette connaissance me dit sur Dieu? Alors, j'en profite pour préciser, parce que c'est une question qu'on a déjà posée, que je ne cherche pas à démontrer que Dieu existe, parce que c'est au cœur de ma foi. Mais pourquoi cette question s'est posée? Parce qu'il y a un ouvrage qui vient de paraître intitulé Dieu, la science, l'épreuve. Donc, je n'ai pas cette prétention, mais plus modestement, j'essaye de dire justement ce que la science qui m'occupe me dit sur Dieu, auquel je crois, et comment cette science modifie mon regard et aussi alimente ma foi. Et donc, c'est ce qu'on verra en dernière partie. Alors, en regardant le ciel la nuit, eh bien, les étoiles me semblent toutes à la même distance, lointaines, donc, puisqu'elles forment ce qu'on appelle la voûte céleste. Mais ce qui est important, qui a été la démarche que j'essaye d'illustrer, c'est un défi, c'est justement de mesurer, essayer de mesurer leur distance. Et donc, en relevant ce défi, l'homme s'est donné les outils qui lui ont permis, mais ça a été une longue marche, longue étape, de découvrir l'immensité progressivement du cosmos et par là de prendre conscience de sa place dans cet univers, mais également de se confronter au mystère de la création. Et alors, en fait, cette entreprise d'arpentage de l'univers
eh bien, elle a commencé dès l'Antiquité et elle se poursuit activement de nos jours, comme l'on verra. Alors, première étape, ça a été de mesurer la distance du Soleil, de la Lune et des planètes. Et alors, tout cet effort, eh bien, en fait, c'est basé sur des propriétés géométriques du triangle rectangle, en fait, qui sont établies dès l'Antiquité, et ça a servi, par exemple, mesurer la hauteur d'un obélisque à partir de la longueur de son ombre, et donc de l'angle alpha qu'on voit entre la pointe de l'ombre et le sommet de l'obélisque, par la relation bien connue, donc BC égale AB, divisé par tangente alpha. Alors, à signaler que c'est la base de ce qu'on appelle aussi la triangulation. Ça a été introduit au XVIe siècle et c'est la base de la mesure de la distance de 2 points sur Terre. Mais alors, c'est cette méthode qui a été appliquée dès en fait, le 5e siècle avant Jésus-Christ pour une première estimation de la distance du Soleil. Et avant ça, rappeler ce texte de la Genèse qui ouvre l'Écriture, donc sur la création du monde. Donc, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Et Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse, qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est que les images bibliques sont inspirées par le modèle de la Terre qui prévoit au temps de sa rédaction. Donc, c'est-à-dire un seul continent plat qui est entouré par la mer, qui est surmonté par la voûte du firmament et qui sépare les eaux du dessus et du dessous. Et c'est cette vision qui détermine la première mesure de distance que l'on a de la distance de la Terre au Soleil. Donc, on la doit à un philosophe appelé Anaxagore. Donc, c'était un élève de Thalès. Et lui, il note qu'à midi, donc au solstice d'été, à Sienne, ce qui est aujourd'hui Assouan, le soleil est au zénith, mais à la même date, sur la côte, donc à Alexandrie, eh bien, il fait un angle de 7 degrés par rapport au zénith. Donc, on voit qu'on a un triangle rectangle entre Alexandrie, Sienne, et puis le soleil. Donc, il connaît bien sûr la distance à parcourir entre Alexandrie et Sienne. Donc, il a la base du triangle, il a l'angle, et donc il applique la relation trigonométrique. Et donc, si on estime, les modernes, la distance Alexandrie-Sienne à 800 km, eh bien, on traduit la distance qu'il attribue au Soleil à 6414 km. Et il va même aller plus loin, parce que c'est aussi mesurer sous quel angle on voit le Soleil, un demi-degré, et donc du coup, avec les mêmes principes géométriques, il calcule le diamètre du Soleil, qu'il estime ainsi, connaissant la distance h, eh bien, à 56 km. Bien évidemment, ce sont des résultats faux, alors que ce sont des mesures correctes, mais c'est parce qu'on est basé sur la conception de la Terre qui est plate. Alors, il est quand même à noter qu'on peut considérer que c'est vraiment le début de la science, puisque pour la première fois, les astres ne sont plus divinisés. C'était le cas, par exemple, pour le Soleil, le dieu Ra de l'Égypte ancienne, mais soumis à la mesure. On peut aussi évoquer quel a été le premier modèle de l'univers. Alors, d'une part, on rappelle les observations astronomiques, parce que c'est basé sur des observations astronomiques, donc elles sont attestées dès le 3e millénaire avant notre ère, et donc c'est l'origine du calendrier, c'est à partir du repérage des phases de la Lune, c'est aussi le repérage des constellations, qui ont toutes, on leur donne des noms, donc qui a une valeur symbolique, et puis les astrologues au service du roi, ils notent les positions d'astres qui sont qualifiées d'astres errants. Et alors ça, c'est
important parce que ça a donné, c'est ce qui a donné le mot, en grec, le mot planète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des astres que l'on repère, alors que les étoiles reviennent périodiquement chaque année, même disposition, tandis que ces corps errants, donc appelés planètes, eh bien, se déplacent par rapport à ce fond d'étoiles. Mais là, ils sont interprétés, leur apparition est interprétée comme présage, donc ce qu'on appelle les horoscopes. Et alors, ainsi, 7 astres errants sont identifiés parce qu'ils reviennent à des périodes différentes sur le fond des étoiles qui donc ne changent pas. Et donc, chez les Romains, sera comme nom Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, bien sûr, notez, ce qui ne peut nous surprendre, que le Soleil est mis comme planète, mais quand on prend ce sens astre errant, on comprend parce que le Soleil, eh bien, se déplace sur ce fond d'étoiles que l'on a baptisé les signes et constellations du zodiaque, donc répartis en 12 constellations, mais aussi que ça implique que les planètes, donc au sens qu'on leur donne, sont plus proches de la Terre que les étoiles, puisqu'elles se déplacent sur le fond étoilé. Et donc, comme je le notais, le Soleil se déplace en apparence dans les constellations du zodiaque. Et alors ça, ce sera la base du modèle d'Aristote. Donc, des orbites des planètes, ce sont 7 cercles, et avec comme centre la Terre immobile, et ces 7 cercles enveloppés par la sphère des fixes, qui portent les étoiles, toutes les étoiles visibles, donc toutes à la même distance. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est à base donc de cercles et de sphères, donc ce sont les formes de la perfection du cosmos. Alors, on avance dans le temps, et donc une autre mesure à noter, un autre effort pour mesurer la distance Terre au Soleil, c'est Aristarque de Samos. Et lui, il analyse qu'à la Lune, au premier quartier, eh bien, on a un triangle rectangle aussi, Terre, Lune, Soleil. Et donc, s'il estime l'angle bêta, puis fait une estimation de la distance Terre-Lune, eh bien, il va pouvoir avoir un rapport des distances Terre-Lune, Terre-Soleil. Alors, mais donc, il n'a pas vraiment de moyen de mesurer une véritable distance Terre-Lune. Et en plus, l'angle bêta qui vaut, bon, parce que la figure n'est bien sûr pas à l'échelle, la distance est beaucoup plus loin que la distance Terre-Lune. Donc, cet angle bêta est très grand, très proche, presque proche de 90 degrés, voire en fait 87 degrés. Et donc, une très petite erreur sur cet angle, ça introduit une erreur énorme sur la distance qu'il va y avoir justement sur la longueur de l'hypoténuse. Et en fait, eh bien, il va donner une estimation et qu'on peut considérer par rapport à la valeur connue maintenant, qui est sous-estimée d'un facteur 20, mais c'est cette valeur-là qui restera connue, enfin utilisée pendant 15 siècles. Alors, on avance encore, 205 avant Jésus-Christ, et on arrive à Ératosthène. Et là, on a une première mesure de la circonférence de la Terre, parce que là maintenant, on a avancé tant et la Terre maintenant est reconnue comme sphérique, et donc il reprend les mesures qu'avait faites Anaxagore, mais là, du coup, maintenant, la distance Sienne-Alexandrie, c'est une portion d'arc de cercle. Et donc, il peut mesurer à partir de là, eh bien, donc, avec cet angle A de 7 degrés, la circonférence de la Terre, donc en stade, puisque c'est l'unité utilisée à l'époque par les Égyptiens. Et alors, si en fait on traduit de manière moderne la valeur qui est attribuée au stade égyptien,
prenant 160 mètres, donc avec Sienne, Alexandrie, 5000 stades, et bien on arrive à une circonférence de la Terre dont la valeur est vraiment très proche des 40 000 kilomètres, donc c'est une valeur assez remarquable. Mais un point d'histoire à noter, à l'époque, il n'y a pas une transmission des données scientifiques. Cette mesure sera en fait redécouverte beaucoup plus tard. Et alors, en fait, ce qui va être utilisé pendant après des siècles, c'est une nouvelle mesure qui a été faite par Ptolémée, qui est un astronome gréco-romain. Et lui va utiliser, traduire la longueur terrestre en milles romains d'un arc de cercle mesuré donc avec les étoiles de 1 degré sur le ciel. Et lui, il arrive à une valeur en fait traduite en unité moderne, donc de 30 000 kilomètres, donc qui est vraiment en erreur par rapport à la valeur qu'avait mesurée bien avant justement le Ératosthène. Alors, on va faire un grand saut dans le temps pour arriver à l'époque médiévale, et là qui est dominée par une harmonie entre le ciel et la terre. Alors, comme sur d'illustration, la voûte céleste, le transept de l'église Saint-Germain-des-Prés qui vient d'être restaurée superbement. Ou encore, ici, c'est au portail de Chartres. Donc là, ce que l'on voit, les signes du zodiaque que je signalais, et puis en dessous, qui correspondent, donc les 12 signes, et puis les 12 mois de l'année, avec les travaux correspondants. Et alors, en fait, ça correspond à la description que l'on a à l'époque médiévale de l'univers. Eh bien, c'est le modèle antique qui est conservé, donc avec les 7 planètes, la Lune, Mercure, et puis Jupiter, toujours le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, toujours entourés par la sphère des fixes. Donc ça, c'est inspiré donc du modèle d'Aristote. Mais on a ajouté l'empyrée, qui est la demeure des saints, des anges et de Dieu. Mais alors en même temps, il y a toute une symbolique des nombres. 7, et cette planète, c'est les 7 jours, comme les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7 dons de l'Esprit Saint, et aussi les 7 notes de la gamme. Donc c'est l'image d'une harmonie du monde. Et ainsi, jusqu'au milieu du XVIe siècle, ce modèle d'Aristote avec la Terre fixe au centre, c'est lui qui domine. Donc il a donc été modifié au IIe siècle par le modèle de Ptolémée, parce qu'il y a quand même des observations et on rencontre le mouvement des planètes et on s'aperçoit que cette description par un cercle, ça n'est pas véritablement rencontre. Donc, pour arriver, et par exemple, on note qu'il y a un déplacement du sens apparent du déplacement. Et donc, mais il y a toujours ce dogme du cercle, du modèle antique, et donc il va introduire toute une combinaison de cercles jusqu'à 40, ce qu'on appelle des déférents, des épicycles, pour rendre compte, faire coller en fait ce modèle avec le cercle. Alors, il n'est pas du tout question de distance des étoiles, mais pour les mouvements des planètes avec ce modèle antique. Alors, un grand bouleversement va apparaître qui se décline par 3 noms, Copernic, bien sûr. Donc, il publie le livre des révolutions des orbes célestes, donc, qui va placer le Soleil au centre de l'univers, mais il conserve toujours les combinaisons de cercles pour les orbites. Et puis, l'autre nom important, c'est Galilée, c'est l'astronome italien qui va publier ses premières observations, mais là, ce qui est nouveau, avec une lunette, donc c'est en 1610, dans le Messager astral, et donc ces observations valident le système de Copernic, mais lui aussi utilise toujours les cercles pour décrire le mouvement des planètes. Et en 1632, on y reviendra, il va publier le dialogue des 2 systèmes du monde. Et enfin, Kepler,
Donc, celui, c'est l'astronome allemand, et donc qui va publier ces lois qu'on appelle, qui font de la mécanique céleste moderne, et lui, c'est véritablement, moi j'estime, lui qui fait véritablement le pas décisif, parce qu'il va se débarrasser définitivement des cercles qui sont venus d'Aristote, et il va introduire pour les orbites l'ellipse. Et donc, lui, il va avoir une nouvelle harmonie de l'univers, mais une grande étape, c'est qu'elle est basée désormais sur l'observation. Et alors, on va évoquer deux observations faites par Galilée. D'une part, il y a l'observation justement de Vénus. Ça, ce que représente là, c'est un dessin fait par Galilée lui-même. Donc, il voit que la Vénus a des phases et en même temps qu'elle change de diamètre. Et donc, ceci ne peut pas être incompatible, on va s'expliquer, avec la Terre au centre, et puis Vénus qui tournerait autour, parce qu'elle resterait toujours à la même distance. Et une autre observation très importante, qui est extrait là, un extrait de son journal d'observation, et donc où il va découvrir 4 lunes grâce à sa lunette autour de Jupiter, c'est les satellites les plus brillants, et il note leur changement de position d'une nuit à la suivante, ce qui représente le journal d'observation. Et pour lui, donc, ce système de Jupiter avec ses lunes, eh bien, c'est tout à fait comme une sorte de représentation du modèle du système solaire qui a été décrit par Copernic. Donc, lui qui serait avec au centre le Soleil et puis, pour l'époque, 6 planètes qui tournent autour. Et alors, donc, sa première publication, donc il va publier ses premières découvertes, mais il va à ce moment-là, donc ça va le rendre très célèbre, mais il va tomber en but avec l'autorité de l'Église qui, elle, justement, ce qu'on a évoqué juste avant, enseigne le modèle géocentrique, donc qui est considéré comme le seul conforme à l'écriture. Donc en particulier l'histoire de Josué qui arrête le soleil. Et alors, en 1632, Galilée publie le Dialogo. Donc c'est un dialogue en 4 journées concernant 2 systèmes du monde, donc avec 3 personnages, Salviati, le partisan du doux mouvement de la Terre, Sagredo, qui est sans opinion, arrêté, mais qui est curieux, puis Simplicio, le défenseur de l'immobilité de la Terre. Mais alors, il faut bien se rendre compte que, en fait, c'est pas l'Église en tant que telle, c'est l'autorité qui enseigne, enfin, qui donne l'enseignement. Il n'y a pas encore de service public. Et donc, là, justement, des collègues de Galilée qui sont un peu jaloux de sa célébrité et qui, à cette publication, vont dire au pape, mais là, celui qui est le Simplicio, eh bien, là, c'est vous dont il se moque. Alors, bien sûr que ça va entraîner un procès donc par le Saint-Office, parce qu'en même temps, on lui reproche eh bien, de se mêler de théologie. Donc, et alors, il va être appelé à abjurer, condamné à réclusion, sommé de ne plus discuter et ses théories et son œuvre est mise à l'index. Alors, quelles ont été les suites de ce procès? Alors, il faut bien reconnaître que malgré la sentence, eh bien, pour un scientifique de l'époque, eh bien, on va abandonner progressivement le modèle du système géocentrique. Mais en même temps, ce qui est le point important à noter, c'est que ça inaugure l'exigence d'une indépendance de la science vis-à-vis d'une interprétation religieuse du monde. Et alors, mais en même temps, ça va ouvrir plusieurs siècles de rapports conflictuels entre science et foi. Et en fait, ça va être une illustration pour les anticléricaux, plus tard, sûrement, c'est une illustration de l'obscurantisme fondamental de l'Église. Alors qu'il faut, puisque, en fait, par exemple, Galilée était très soutenu par le cardinal Bellarmin,
mais il faudra attendre 1822 pour qu'une levée de la mise à l'index des œuvres Galilée et de Copernic par le Vatican. Et puis, il faut attendre 10 novembre 1979, il y a un discours de Jean-Paul II devant l'Académie pontificale des sciences pour réhabiliter Galilée en disant il eut beaucoup à souffrir de la part d'hommes et d'organismes de l'Église, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science. Je donne tout mon appui à cette tâche qui pourra honorer la vérité de la foi et de la science et ouvrir la porte à de futures collaborations. Et un peu plus tard, c'est le cardinal Poupart qui va faire toute une publication après Galilée, Science et foi, un nouveau dialogue. Alors, on passe à Kepler, donc lui, fondateur des lois de la mécanique céleste. Donc, il adopte le modèle de Copernic et alors il établit en 1609 dans une nouvelle astronomie donc que les orbites des planètes ne sont pas des cercles mais des ellipses et pour ça il a utilisé la mesure précise qui a été faite par un Danois, Tycho Brahe, donc des positions de Mars. Et donc il va en tirer ensuite en 1619 d'autres publications, l'harmonie du monde. Alors, et ce traité contient une relation très importante entre ce qu'on appelle la période orbitale d'une planète, c'est-à-dire tant qu'elle met pour revenir à la même position, et le grand axe de son orbite. Donc, ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, par exemple, eh bien, si on permet, si on prend une planète qu'on connaît bien, donc on va prendre la Terre, eh bien, on connaît sa période orbitale, une année, et puis on connaît aussi celle de Jupiter, eh bien, on peut, d'après cette loi, immédiatement en déduire que le rayon de l'orbite de Jupiter est 5,2 fois la distance Terre-Soleil. Donc, c'est vraiment une étape décisive. Et dès lors, pour connaître les distances des planètes au Soleil, eh bien, il suffit de mesurer la vraie distance d'une seule planète, et ce sera vraiment entrepris donc en 1672 avec dans le tout nouvel observatoire qui est construit à Paris sous Louis XIV. Et donc, ici, voilà le premier directeur de cet observatoire qui a été appelé par le roi Louis XIV, donc Jean-Dominique Cassini. Et alors, Louis Cassini, eh bien, il reste à Paris et donc il envoie Richer à Cayenne et donc pour mesurer aussi quelle est la vue depuis Cayenne, quelle est la position de Mars par rapport aux étoiles au moment de ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire où il y a un alignement entre le Soleil, la Terre et Mars. Donc on a encore un triangle isocèle et donc connaissant l'angle au sommet de ce triangle, eh bien on peut donc ce triangle Paris-Mars-Cayenne et connaissant la longueur de la distance Paris-Cayenne, donc il y a une portion de la circonférence de la Terre, eh bien on va pouvoir en déduire la distance Terre-Mars. Et à partir de là, avec la troisième loi de Kepler, eh bien la distance Terre-Soleil. Et donc le résultat que Cassini va obtenir, eh bien, donc traduit en kilomètres, ce qui n'existe pas à l'époque, mais donc par rapporté au rayon de la Terre, eh bien, 135 millions de kilomètres. Alors, on sait la valeur, donc en arrondissant, 150 millions de kilomètres, donc ça paraît très bon. En fait, bon, c'est parce que l'erreur, enfin l'incertitude sur cette mesure est très grande parce que Cassini écrit bon, à propos de cette mesure, l'incertitude justement sur ces l'angle au sommet est mesurée avec beaucoup de peine et d'ambiguïté. Et on peut estimer, donc parce qu'il y a plusieurs mesures, donc en fait, bon, ça c'est la valeur à peu près moyenne, mais on ne sait pas si c'est entre 60 millions de kilomètres ou bien 200 millions de kilomètres. Mais enfin, il y a quand même un progrès qui est fait. Alors,
il va falloir une nouvelle méthode qui va permettre vraiment d'affiner cette mesure fondamentale de la distance de la Terre au Soleil. Eh bien, c'est ce que remarque, bien sûr, qui a remarqué le passage de Vénus devant le Soleil. Parce que, bon, avec le modèle, bien sûr, donc avec le Soleil au centre, et vu depuis la Terre, la planète Mercure qui se trouve, ainsi que Vénus, qui se trouve entre le Soleil et la Terre, eh bien, passe pour Vénus 2 fois par siècle devant le Soleil et 13 à 14 fois par siècle pour Mercure. Et alors, donc, en projetant avec une lunette astronomique l'image du Soleil sur un écran, on fera le premier observation de ce passage, donc en 1631 pour Mercure et Vénus en 1639. Alors, à partir de l'observation du passage de Mercure, eh bien, l'astronome anglais Halley, connu pour la comète qui porte son nom, eh bien, imagine une nouvelle méthode qui est basée sur ce type de phénomène. Et donc, ici, vous avez 4 images qui représentent le passage de Vénus, le dernier qui s'est produit. Donc, c'était en juin 2012, donc ce petit point noir sur la face du Soleil. Alors, le prochain, pour Vénus, ce sera en décembre 2117, tandis que pour Mercure, eh bien, il y a eu le tout récent, enfin, en novembre 2019. Et le prochain sera 13 novembre 2032. Donc voilà ce que ça donne. Mais alors, bon, allez, il recommande le passage de Vénus, parce qu'il est plus facile à observer que celui de Mercure, parce que la tâche est plus grosse. Et donc, voilà ce que donne. Donc voilà, c'est la configuration que l'on a. Donc il faut, pareil, de 2 points de la Terre, mesurer où se trouve la planète Vénus. Et alors là, donc mais par rapport, donc c'est ça l'idée fondamentale, c'est pour mesurer cet angle, c'est par rapport aux traces que de chaque point on peut mesurer sur le Soleil. Et donc, avec cette mesure, on peut mesurer l'angle entre les 2 traces et connaissant la distance entre 2 points sur Terre, puis donc l'angle alpha, on va pouvoir pareil déterminer la distance Vénus-Soleil, puis Terre-Soleil avec la 3e loi de Kepler. Alors, donc, ça va être utilisé par les astronomes du 18e et 19e siècle. Donc, il y a eu les passages de 1761 puis 1769. Donc, ça motive des campagnes internationales par donc en France, l'Académie des sciences, mais en Angleterre, en Russie, en Autriche. Et donc, ils vont envoyer des expéditions en Norvège, en Sibérie, Tahiti, Manille, enfin bon, des points. Et par exemple, au XVIIIe siècle, l'astronome Jérôme de Lalande, eh bien, il publie une valeur de la distance Terre-Soleil qui est comprise donc entre 152,4 et 153,8 millions de kilomètres. Donc, il y a une nette amélioration par rapport aux précédentes mesures. Et alors, au XIXe siècle, eh bien, il y aura à nouveau des passages, donc 2 passages. Donc, il y aura 6 expéditions françaises pour le premier, 10 expéditions pour le second. Et donc, mais donc, les autres pays, maintenant, les États-Unis, entrent dans l'activité, et il y a une mesure publiée en 1890 par Simon Newcomb, donc qui donne 149,665 millions de kilomètres. Donc on est vraiment très proche de la valeur qui est retenue maintenant. Alors juste pour illustrer combien ça a eu d'importance pour les astronomes des 18e et 19e siècle, parce que dans l'observatoire de Paris, eh bien, dans la salle du Conseil, au plafond, on peut voir cette représentation allégorique du passage de Vénus. Donc, vous voyez ici Vénus devant le char du Soleil, et puis la lunette qui est braquée
sur Vénus. Et ainsi, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle l'univers, eh bien, en fait, c'est limité au système solaire. Donc, on va vraiment faire un pas, c'est avec la mesure véritablement de la distance des étoiles. Et alors, pour mesurer la distance des étoiles, on va utiliser une méthode qui est appelée la méthode des parallaxes. Alors, quel en est le principe? Donc, on repère une étoile, bon, donc bon, ça suppose qu'elle soit proche par rapport à un fond d'étoile. Ça veut dire que quand eh bien, deux points diamétralement opposés de l'orbite de la Terre, eh bien, on reconstitue là à nouveau un triangle isocèle, donc deux triangles rectangles. Et donc, en mesurant cette ellipse, ce qu'on appelle l'ellipse du mouvement apparent, eh bien, sa forme dépend de la position de l'étoile. Et donc, avec l'angle, connaissant le rayon de l'orbite de la Terre, eh bien, on a la distance de l'étoile au Soleil qui est simplement θr. Eh bien, il va falloir attendre en fait 1838 pour avoir une première, utilisant cette méthode, première mesure de la distance d'une étoile par cette méthode des parallaxes. Donc, c'est un Allemand, Friedrich Bessel. Donc, il va mesurer une étoile. En fait, c'est une étoile double. En fait, donc, il va mesurer deux étoiles qui sont liées gravitationnellement. Ça s'appelle 61 Cygni. Et ça lui demandera 2 ans d'observation parce que cet angle, justement, de sommet, là, qu'on voyait, eh bien, c'est un angle extrêmement faible. Je prends pour l'illustrer, ce serait l'angle que l'on aurait si on plaçait une pièce de 1 euro à 15 km. Et la distance qu'il va obtenir, donc, c'est une distance de 100 000 milliards de kilomètres. Alors, bien évidemment, pour exprimer de telles distances, eh bien, ça suppose une autre unité, et alors, qui va être l'année-lumière. En fait, alors, elle va être introduite plus tard parce que ça suppose qu'on connaisse vraiment la vitesse de la lumière. Et alors, c'est la distance en années-lumière, donc si on traduit les 100 000 milliards de kilomètres, 10,30. En fait, la vraie mesure, bon, c'est 11,36. Donc, c'est quand même pas si mauvais. Mais le point important, c'est la découverte des immenses distances des étoiles par rapport aux dimensions du système solaire. Et donc, ces distances Terre-Soleil, je rappelle, donc 150 millions de kilomètres, eh bien, traduit en temps-lumière, eh bien, c'est 8 minutes 19 secondes. Et si je prends le rayon de l'orbite d'Uranus, parce que au moment où Bessel fait cette mesure, c'est la dernière planète que l'on connaît, eh bien, ça représente 2 heures 39 minutes. Donc, vous voyez le rapport entre ces deux temps-lumière. Et donc, au long du 19e siècle, eh bien, les distances d'autres étoiles vont mesurer par cette méthode. Alors, une autre question qui va apparaître, c'est la distance des nébuleuses. Alors, il faut noter un astronome français très important, Charles Messier, parce que avec sa lunette astronomique, donc il est la fin du 19e siècle, eh bien, il repère dans le ciel des objets diffus, mais dont il ne connaît pas la nature, alors il les qualifie de nébuleuses, ça veut dire ce qui ressemble à des nuages. Et il va en publier un catalogue de 103 sources qui va plus tard porter à 110. Alors voilà un exemple d'une de ces nébuleuses. Donc il qualifie une nébuleuse d'Andromède. Et pourquoi? Parce qu'elle est située dans la constellation d'Andromède.
Et alors, là, la question va être de la distance de cette nébuleuse. Mais alors, pour arriver à ces déterminations, eh bien, il va falloir une autre étape, c'est utiliser une relation qu'on appelle la relation période-luminosité pour des étoiles variables. Alors, parmi tous les types d'étoiles qu'il y a, eh bien, il y a des étoiles qui ont une variation de luminosité qui est périodique. Donc, ça permet de les repérer. Et alors, on appelle ça des céphéides parce que le prototype, c'est l'étoile appelée delta Céphée. Donc, c'est des périodes de variation. Et donc, par exemple, delta Céphée est un doublement de luminosité au cours de périodes de 5,4 jours. Eh bien, une variation régulière, eh bien, elle va servir pour arriver à traduire mesure de distance. On va voir comment. Alors, celle qui va permettre cela, eh bien, on va rendre hommage à Henrietta Leavitt, donc l'observatoire de Harvard. Elle est chargée d'analyser des plaques photos de 2 amas d'étoiles. Alors, quand on va dans l'hémisphère sud, eh bien, on voit 2 amas d'étoiles très concentrées, ce qu'on appelle les nuages de Magellan. Et donc, ça veut dire que c'est des étoiles qui sont toutes à la même distance. Et alors, donc maintenant, on a les plaques photos, donc on en a pris tout un nombre de clichés, et donc à différentes dates. Et donc, elle repère 25 étoiles variables, puisqu'en mesurant leur brillance, eh bien, et donc, qui sont de ce type céphéide. Et alors, elle mesure, alors c'est un travail ingrat qui demande beaucoup de minutie, d'abnégation. Et donc, elle mesure leur luminosité, L, et leur période P, en notant que les plus lumineuses ont des périodes les plus longues. Et donc, elle va publier en 1912 une relation entre ces 2 grandeurs P et L. Alors, là, à quoi ça ressemble? Donc, alors, elle, ça, c'est pas de sa publication, parce que c'est les mesures qui ont été faites après, mais donc, on voit, donc, si on a la période en abscisse, et puis en ordonnée la luminosité, et donc, si on repère une céphéide avec une période, donc, par exemple, là, ici, 10 jours, eh bien, quelle est sa luminosité absolue en ayant toutes les étoiles, on a mesuré ces céphéides, on a mesuré leur distance par la méthode des parallaxes, on les ramène toutes à la même distance de référence, et donc on obtient cette droite assez remarquable. Et alors, donc là, maintenant, si on connaît une nouvelle céphéide, justement, donc ayant sa luminosité justement absolue, eh bien, on la mesure, ce sera ce qu'on appelle sa luminosité apparente, qui est liée à sa distance. Sa distance, une distance varie, la luminosité varie comme le carré de la distance. Eh bien, en comparant la luminosité apparente à la luminosité absolue, eh bien, je peux en tirer quelle est la distance de cette nouvelle céphéide. Et donc, c'est ce qui va servir pour la mesure de la distance de la nébuleuse Andromède. Alors, après les travaux de Henrietta Leavitt, eh bien, aux États-Unis, au-dessus de Los Angeles, au Mont Wilson, le premier grand télescope, je veux dire, a été construit sur le mont Wilson, qui a un diamètre de 2,50 m. Donc, c'est vraiment une étape considérable. Et donc, mis en service. Donc, on a abandonné les lunettes, bien évidemment, et donc a été mis en service en 1917. Et alors, Edwin Hubble, eh bien, grâce à ce télescope, il prend des images des nébuleuses de Messier. Parce qu'on pense que ce sont des nuages de gaz dans la Voie lactée. Et la Voie lactée, bien sûr, qui est l'ensemble d'étoiles auxquelles nous appartenons, qui est considéré alors comme en fait l'univers. Donc
maintenant qu'on sait mesurer la distance d'étoiles, donc on s'aperçoit qu'on fait partie d'un ensemble d'étoiles. Donc maintenant, c'est cette Voie lactée. Et alors, donc ces images, grâce à ce télescope, eh bien, permettent de voir des étoiles dans les nébuleuses. Et donc, dans la nébuleuse Andromède, eh bien, Hubble va repérer une étoile variable de type Céphéide. Donc, il va mesurer sa période. Et donc, voilà une image moderne de la nébuleuse Andromède qu'on appelle toujours Messier 31 parce qu'elle est le numéro 31 dans le catalogue de Messier. Et en appliquant, donc ça c'est fait qu'il a détecté dans Messier 31, la période luminosité devrait aller vite, eh bien Hubble va publier sa distance, donc 900 000 années-lumière. Et donc, ça résout la question, c'est que ça la place très en dehors de l'ensemble d'étoiles auxquelles nous appartenons. Et donc, ça confirme l'existence d'une autre concentration semblable d'étoiles et donc la naissance du concept de galaxie. Alors, donc cette première mesure de la distance de la nébuleuse Andromède donc, fonde ce concept, donc identifié comme une voisine de notre galaxie. À noter que la distance mesurée par Hubble est sous-estimée d'un facteur 3, en fait, mais ce qui est excusable, mais enfin, c'est quand même une étape très décisive, puisque la valeur réelle est en fait de 2,54 millions d'années-lumière. Et alors, en estimant la distance de plusieurs nébuleuses, donc du catalogue de Messier, toujours par la méthode des Céphéides, eh bien, Hubble identifie d'autres galaxies. Et donc, bien évidemment, c'est une étape décisive dans la compréhension de la structure de l'univers. Et ce qui est l'étape aussi maintenant, c'est que ces observations ouvrent la voie à une autre découverte fondamentale en 1929. Et donc 1929, parce que Hubble a l'idée de combiner cette distance de galaxies avec celle de leur vitesse, que l'on sait mesurer par analyse spectrale. Et donc, il va mettre en évidence que les galaxies s'éloignent de nous avec des vitesses qui est d'autant plus grande qu'elles sont plus distantes. Donc, et là, on voit, c'est un diagramme tiré de la publication de 1929 de Hubble. Donc, on a en abscisse la distance. Donc, là, la plus grande, ça correspond à 6,5 millions d'années-lumière. Et puis, la vitesse. Et donc, bon, on a une dispersion des points, mais on peut faire passer on voit bien qu'il y a une tendance justement à une augmentation de la vitesse avec la distance. Et donc, il va en déduire l'hypothèse de l'expansion de l'univers, donc ce qui est décisif pour construire l'histoire de l'univers. Mais il faut noter que jusqu'en 1990, les distances des galaxies, donc estimées par les Céphéides, elles demeurent quand même très imprécises parce que c'est des mesures quand même de flux. Et puis, il y a les incertitudes sur la période, la relation période-luminosité. Donc, il y aura quand même encore beaucoup de progrès à faire et qui vont apparaître grâce aux distances des étoiles mesurées depuis l'espace. Alors, toujours avec le même principe, méthode des parallaxes, mais l'avantage de l'espace, c'est que, eh bien, on n'a pas les inconvénients des mesures depuis le sol, et puis on peut répéter plusieurs fois la même mesure, et on a une couverture uniforme de l'ensemble du ciel avec le même instrument. Et alors, ça va donner donc un satellite qui porte le nom d'Hipparcos, parce que je ne l'ai pas signalé, mais ça a été un autre philosophe de l'Antiquité qui a contribué à des mesures cosmiques. Et donc, on lui donne le nom d'Hipparcos, High Precision Parallax Collecting Satellite. Et grâce à ce satellite, eh bien, on va mesurer les distances précises de presque 120 000 étoiles
la plus éloignée étant à 300 années-lumière, et puis publier un catalogue qui sera un peu moins précis, mais quand même de 2,5 millions d'étoiles. Et par ailleurs, on a mesuré avec précision, ce qui va être très utile pour mesurer les distances des galaxies, donc de 273 étoiles Céphéides. Alors, pour illustrer ça, voilà quelques galaxies, justement, donc qui portent toujours le nom de galaxies repérées par, donc les nébuleuses repérées par Messier. Parce que vous voyez, M80, ça veut dire Messier 81, Messier 82. Donc, vous avez les distances. D'autres, là, c'est Messier 83, 14,9 millions d'années-lumière. Messier 63, 37 millions d'années-lumière. Mais en fait, eh bien, on ne va pas s'arrêter là. Alors là, vous voyez, c'est une reconstitution de notre propre galaxie par un satellite infrarouge, donc qui, bien sûr, on ne peut l'avoir que par la tranche, puisque nous sommes dedans. Donc, c'est un disque de 100 000 années-lumière de diamètre, et on estime qu'il est formé d'environ 200 milliards d'étoiles. Et alors, ce satellite plus sensible que Hipparcos, justement, eh bien, il s'appelle Gaïa. Alors, là, si on voit où nous trouvons, la position du Soleil, puis le centre de la galaxie, eh bien, l'ambition de Gaïa, c'est de mesurer avec précision le plus grand nombre d'étoiles dans la sphère qui est symbolisée par ce cercle. Hipparcos a représenté le volume du cercle que j'ai placé à la position du Soleil. Alors, ce satellite européen, donc, a été lancé à la fin de 2013 depuis Kourou, et donc avec comme objectif de mesurer les positions, les flux et les distances de plus d'1 milliard d'étoiles, puis en plus, en complément aussi, de faire des mesures de composition, de vitesse, à peu près sur 150 millions de sources. Alors, il va débuter ses observations en juillet 2014. Bon. Et donc, on estime qu'il faut qu'il y ait un minimum de 5 ans. En fait, maintenant, on considère qu'il y a une extension possible jusqu'à 2024. Donc, on a eu en 2018 un catalogue qui était basé sur les données, donc données par ces deux dates, sur 1,7 milliard d'étoiles donc de la Voie lactée. Et puis, on a eu un début de la mise en ligne d'un catalogue plus précis, maintenant avec 1,8 milliard d'étoiles. Et on attend pour fin 2027 donc la publication du catalogue final qui devrait contenir environ 2 milliards d'étoiles. Alors ici, ce que représente, c'est c'est une carte de comptage. Ça veut dire que chaque étoile dont on a mesuré la distance, la position avec précision, eh bien, est représentée par un point blanc. Donc, les points sont tellement proches à cette échelle que, puisqu'il y a 1,7 milliard de points, eh bien, donc, ça nous dessine une sorte de carte justement par la tranche de la Voie lactée, et vous notez aussi des parties sombres, parce que ça veut dire ça identifie, qu'on connaît par ailleurs, des nuages de poussière qui absorbent la lumière, dans lequel donc on ne voit pas derrière les étoiles qui se trouvent. Et à noter ce que j'ai mentionné, les 2 nuages de Magellan, sur lesquels le satellite a fait des mesures de position. Donc, on attend une pression finale 100 fois meilleure que ce précédent satellite Hipparcos. Et alors, l'ambition de ce satellite, donc, c'est d'obtenir maintenant avec précision une carte
de la Voie lactée. Voilà ce que on a déjà constitué donc, avec la position du Soleil, mais grâce à Gaïa, ça va préciser avec beaucoup mieux la structure de notre galaxie, et ce qui du coup peut permettre de mieux comprendre sa formation, et ça permet aussi de reconstituer son histoire, parce que on a mis en évidence, non, par toutes les mesures de position avec extrême précision, non. Donc en fait des événements datés de collisions par d'autres petites galaxies. Et on peut estimer, enfin, c'est une des hypothèses qu'on est en train d'étudier, qu'une des plus récentes, enfin, plus récente, ça veut dire qui remonte à 5 milliards d'années, mais ce serait l'origine probable de la formation du système solaire, dont je rappelle qui est daté de 4,5 milliards d'années. Mais alors, l'histoire n'est pas finie, parce que grâce aux étoiles céphéides, eh bien, on a à peu près 50, des distances jusqu'à 50 millions d'années-lumière. Mais grâce aux instruments dont on dispose maintenant, on arrive à prendre en particulier le télescope spatial Hubble, et donc avec pose extrêmement, ce qu'on appelle profonde, c'est-à-dire extrêmement sensible, et ça c'est une toute petite région du ciel, donc 2,4 arcs-minutes. Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut voir une quantité énorme. Donc, on a des algorithmes qui font ça pour distinguer ce qu'il y a entre étoiles, qui va être un point circulaire, par rapport à des petites taches allongées. Et ces taches allongées, eh bien, ce sont nécessairement des galaxies. Donc, mais c'est des galaxies, vu qu'elles paraissent si allongées, des petites traces allongées sont des galaxies à très grande distance. Et sur cette image, donc de très très petites fractions du fond du ciel, eh bien, il y a plus de 10 000 de ces galaxies lointaines. Donc, bien sûr, se pose la question, quelle est leur distance? Alors, ça va supposer un autre indicateur de distance qui est nécessaire. Alors, là, maintenant, on va utiliser, puisque les céphéides ne sont pas suffisants, l'apparition de supernova. Ici, vous avez superposé deux images de la même galaxie qui est encore une galaxie de Messier 101, donc qui sont à deux époques différentes, et tout d'un coup, un point très brillant est apparu, c'est ce qu'on appelle une supernova. En fait, c'est l'explosion d'une étoile très massive, donc beaucoup plus massive que le Soleil. Et donc là, c'est la comparaison entre l'image en mars 2011 et en septembre 2011. Donc c'est une galaxie qui elle, est située à 21 millions d'années-lumière. Donc avec ce type de phénomène, donc là aussi on connaît, ça va être un peu le même principe qu'avec les céphéides, mais là du coup on connaît quel est intrinsèquement, quel doit être son éclat absolu, et donc on va aussi obtenir, en comparant dans une galaxie, on va repérer une supernova, et donc là aussi on va avoir sa luminosité apparente, comparée à la luminosité absolue qu'elle devrait avoir, on va déduire quelle est la distance de la galaxie dans laquelle la supernova est apparue. Et alors, avec ça, eh bien, va être construite, justement avec des galaxies très lointaines, ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaître. Lemaître, on rappelle le chanoine belge, justement, qui a été récemment reconnu son rôle justement dans l'histoire de construire de l'univers. Donc, c'est vraiment lui qui a joué un rôle essentiel. Et donc, on a ajouté son nom à celui de Hubble. Donc, cette loi donc, de la distance, justement par rapport, donc c'était ce qu'avait repéré Hubble au départ, bon, mais qui va être confirmé grâce à Lemaitre. Et donc, grâce à là, ici, vous avez cette loi, donc, avec la constante qu'on appelle la constante de Hubble-Lemaitre, H0,
Et donc, plus on va mesurer des distances justement éloignées, plus cette constante va être précisée. Et juste à titre pour mesurer les progrès faits justement au cours du XXe siècle, le petit carré rouge, mais c'est le domaine de distance qui avait été exploré par Hubble. Et donc il y a deux mondes différents, bien sûr. Et alors, la mesure de H0, donc par la mission Planck, justement, donc c'est la mission qui a fait la cartographie de la première lumière de l'univers, et donc qui va donner une valeur plus faible de H0. Et la cause avancée, c'est une accélération de l'expansion de l'univers. Alors, mais à partir de quel âge l'univers commence-t-elle? Avec quelle source d'énergie? Donc, ce sont les questions modernes donc, de l'astrophysique. Alors, cette première lumière, donc, eh bien, en voici la carte. Donc, vous avez sous les yeux l'univers complet, et donc tel qu'il était, donc 380 000 ans après le Big Bang. Donc, ça marque la limite de l'univers observable. Donc, cette carte, elle a été publiée, vous voyez, en 2013. Et donc, ce qu'elle nous montre, alors ce qu'elle signifie, c'est que on avait été avant, donc mesuré par Penzias et Wilson, donc un rayonnement, donc alors, à des très grandes longueurs d'onde, donc pas du tout à la lumière visible, donc un rayonnement uniforme, donc qui correspondait à un rayonnement très très froid, donc une température absolue proche de 3 degrés absolus. Et alors donc ça, mais là ce que permet, c'est que de cette température uniforme, eh bien il y a des tout mineurs, des fluctuations mineures, justement, et donc ça c'en est la carte, donc qui montre des points qui sont marqués en rouge, donc les points légèrement plus chauds, et en bleu, les points légèrement plus froids. Donc, mais c'est interprété que les zones rouges, c'est les régions plus denses, et donc en fait, ça va être les futures galaxies, et les zones bleues, les régions les moins denses, les grands vides. Donc c'est une étape absolument considérable, justement, comme base observationnelle de ce qu'on appelle maintenant la cosmologie. Donc, réunir l'histoire, construire l'histoire de l'univers. Alors, en passant, c'est ce que nous on appelle une carte de l'univers proche. Donc, c'est en appliquant sur la loi de Lemaitre, eh bien, justement, donc ici, il y a donc tous les points. Et alors, il y a un code de couleur parce que suivant sont plus ou moins proches ou éloignés, eh bien, il y a ici 380, dans ce maximum 380 millions d'années-lumière de la Terre. Donc, il y a 40 000 points donc, mesurés par la vitesse d'éloignement. Donc, avec ces données toutes récentes, c'est une nouvelle vision de l'univers. Donc, en résumé, on estime maintenant que l'univers est formé de 100 milliards de galaxies qui sont groupées suivant de vastes filaments autour des grands vides. Donc, on considère une structure en éponge. Et parmi celles-ci, il y a une de ces galaxies, c'est la Voie lactée, dans laquelle s'est formé le système solaire. Autre donnée, l'expansion de l'univers, donc l'espace se dilate, ce qui veut dire que l'espace et le temps se créent ensemble. Alors, les galaxies lointaines, les plus lointaines, puisqu'on a vu une expansion, donc en sens inverse, ça fait approcher du début de l'univers. Donc, ça veut dire que sa dimension s'exprime aussi par son âge. Donc l'arbre de grandeur, c'est l'inverse de la constante H0. Donc, l'univers a une histoire. Et cette histoire, donc, elle est décrite par ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Alors, qui nous dit que l'univers primitif était extrêmement chaud et compact, c'est-à-dire qu'à temps t égale seconde, il avait une température de 10 puissance 10 K,
degré absolu, et qu'il se refroidit par l'expansion. Et donc, à l'appui, on a ces cartographies de la première lumière, donc, comme je vous le montrais avant. Et avant, donc, il y avait un plasma opaque dans lequel se sont formés les éléments les plus simples, donc l'hydrogène et l'hélium. Donc, on peut construire une histoire de l'univers qui est résumée ici. Donc, le Big Bang, et puis donc, cette donnée, mesure fondamentale, donc cette première lumière, et puis après, on essaie de reconstruire cette histoire, et donc la formation du système solaire qui se trouve ici, et donc l'âge que déduit de cette histoire, donc 13,82 milliards d'années. Mais, donc, quelle est maintenant la suite? Alors, après là, donc, cette histoire, c'est une histoire du Big Bang à l'homme, hein, puisque on a vu là la formation de notre système solaire, donc, du coup, dans lequel nous sommes. Et donc, cette origine donc, de l'univers datée de 13,82 milliards d'années, donc, une en grande structure, et le début de la formation des galaxies, c'est à peu près 10 milliards d'années, donc l'une d'entre elles, la Voie lactée. Bon. Et alors, maintenant, donc, dans cette Voie lactée, le Soleil, donc formé 4,5 milliards d'années, donc avec 8 planètes, dont la Terre, et cette Terre qui représente des conditions privilégiées de masse, de distance au Soleil, enfin, un champ magnétique, enfin, donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus, donc qui ont favorisé le développement de la vie. Et on considère qu'elle est apparue à peu près il y a 3,5 milliards d'années, basée sur des molécules faites d'hydrogène formées au Big Bang, donc, et puis après de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de soufre, de calcium et puis d'autres. Donc eux, ce sont des atomes que maintenant on sait déterminer, synthétisés dans les générations d'étoiles qui se sont succédées. Donc ce qui veut dire que c'est le produit de toute l'histoire antérieure de l'univers. Et alors, cette très longue histoire a été nécessaire pour atteindre notre étape l'hominisation des primates, qui a débuté il y a seulement 2 millions d'années. Et on peut noter une apparition d'interrogation métaphysique dans un rameau qui est nommé Homo sapiens. Et d'où il naît un débat métaphysique. Donc, de l'Antiquité à la Renaissance, l'homme est au centre d'un univers clos, donc on en a vu borné par la sphère des fixes. Alors, depuis Galilée, et avec le progrès des instruments d'observation, on a accru de manière prodigieuse les limites de l'univers observable, et la Terre n'apparaît plus qu'un minuscule point. Alors, au 19e et 20e siècle, il y a les lois fondamentales de la physique qui gouvernent, avec lesquelles on utilise pour essayer de décrire cette histoire de développement de tout l'univers entier, et donc on les considère comme valables en tout point, et on ne trouve pas de contradiction, de point valable en tout point d'espace et du temps. Donc c'est l'exemple donc, de la réalité générale. Et alors donc cette science moderne, ça signifie une autonomie vis-à-vis d'une représentation religieuse du monde. Donc il n'y a pas de recours à un principe divin pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Donc on peut affirmer que l'univers est compréhensible, donc ce qui rend l'homme capable d'en devenir la conscience. Mais néanmoins demeure la grande interrogation, l'univers et ses lois a-t-il un sens? Est-il conduit par une intention? Et alors, donc on peut le traduire aussi, donc quelle est l'origine des lois qui gouvernent l'univers? Alors, toute cette physique donc, du fonctionnement de l'univers repose sur des constantes fondamentales, donc je peux en citer quelques-unes, donc la vitesse de la lumière, hein, donc maintenant c'est bien déterminé comme constante, la masse de l'électron, la constante de gravitation, et il y en a beaucoup d'autres. Bon. Mais on s'aperçoit que si on change de manière infime l'une ou de ces constantes,
la construction des atomes n'est plus possible. Donc, ce qui, à terme, rendrait impossible l'émergence de la vie. Donc, on en déduit que la vie résulte d'un ajustement très précis des constantes physiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe anthropologique fort. Alors, la question, donc, est-ce que cet ajustement répond à une intention, à un plan, ou bien est le fruit d'un hasard? Alors, le type de réponse qui est proposé, donc, qui est basé sur la théorie quantique de l'univers primordial, c'est l'hypothèse de l'existence d'une multitude d'univers parallèles, donc qui est aussi des fois surnommé les multivers. Donc, il y aurait toutes sortes de constantes, valeurs de constantes. Et donc, nous, on aurait la chance d'être dans celui qui possède les bonnes constantes. Bon, en fait, ça ne fait que contourner l'interrogation première, parce que c'est une hypothèse qui demeure impossible à vérifier. On ne peut pas faire des mesures dans un autre univers que le nôtre. Donc, du coup, face à ça, eh bien, c'est là que j'ai essayé de dire quel est mon témoignage de croyant. Donc, moi, la manière dont je me fasse cette interrogation, j'essaye de me poser la question, est-ce que la science, dont j'essaie de résumer quelques grands traits, et puis ce que je confesse, qui est le credo, est-ce que c'est conciliable? Donc, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, et par lui tout a été fait. Et alors, il est évident que la science pose en termes nouveaux aux croyants la question de qui donc est Dieu. Alors, les textes bibliques sur la création, si on les prend à la lettre, eh bien, on pourrait dire Dieu règle tous les détails de l'univers. Alors, ça a donné, et ça donne, ce qui est malheureusement très court beaucoup aux États-Unis, le créationnisme, donc qui refuse justement donc cette évolution, et puis son avatar, ce qu'on appelle le dessin intelligent, qui a été la crise que je ne mentionne pas ici, qui est avec Darwin. Alors, en fait, bon, ce sont des positions absolument incompatibles avec les données scientifiques et donc qui sont indéfendables au plan théologique. Donc, une toute autre approche, en fait, existe qui est à la lumière de la théologie de la création, et là où s'ouvre un dialogue entre Dieu et le cosmos, et donc entre science et foi. Alors, en fait, rendue de plus en plus précise par les progrès de l'observation, la connaissance moderne de l'univers, mais il faut reconnaître, ça nous plonge dans une perspective de temps et d'espace que j'ai essayé d'esquisser dans la première partie, donc incommensurable au temps et à l'espace qui nous sont familiers. Donc il y a légitimement un vertige, et on peut dire en soi, c'est une espèce, cette interrogation, c'est une ouverture au divin. Et en même temps, ce à quoi je suis extrêmement sensible, c'est d'appréhender l'extraordinaire beauté qui est manifestée dans l'univers par cette complexité auquel nous sommes confrontés, et donner une étonnante diversité donc de composantes avec les moyens d'observation que l'on identifie, donc de formes, de structures dans les galaxies, avec les étoiles. Bon, je parlais d'étoiles variables, mais il y a une multitude de types d'étoiles, et que maintenant on aborde les systèmes planétaires, et puis il y a toute la question quand on voit ce qu'on appelle la biodiversité. Et en même temps, ça nous aide à comprendre une évolution nécessaire, mais qui n'est pas linéaire, faite de nombreuses étapes, et donc qui s'étale sur des milliards d'années. Donc ça a été du commencement de l'univers, donc fait comme on voit de rayonnement particules élémentaires, et donc sur Terre jusqu'à donc produire en un point que la Terre, l'homme pensant. Et alors, donc, ce que la science peut nous dire sur Dieu créateur, et donc, elle nous montre aussi le rôle du hasard, donc des collisions, du chaos. Donc, dès lors, le Dieu créateur ne peut pas être pensé comme la grossière règle de tous
états de l'univers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision déiste, qui est assez superbement exprimée par ces vers célèbres de Voltaire. L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. En fait, la science nous appelle à contempler en Dieu ce qu'on appelle la cause des causes. En fait, en latin, causa causarum, ou bien cause finale, ce qui est désigné par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, où il fait l'effort de l'achèvement de la synthèse de la science de son temps. Et alors, du coup, on peut rapprocher cette cause avec l'esprit évoqué au début de la Genèse. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. L'esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais en étant cause, Dieu appelle à être tout ce qui est. Il est le seul créateur, donc tout ce qui existe, le ciel et la terre, pour reprendre les termes du credo, dépendent de lui. Et alors, dès lors, le récit de la Genèse, ce n'est pas un traité de physique, mais c'est une révélation. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu, donc ça veut dire que les descendants d'Adam et Ève forment l'humanité, donc c'est des membres d'une même famille. Donc, cette création nous est donnée, on a les garants, les responsables, donc pour achever l'œuvre de Dieu. Donc, c'est tout le sens de l'encyclique Laudato Si, donc, du pape François. Mais alors, on sait aussi qu'il y a des catastrophes naturelles. Et alors, là, qui peuvent apparaître comme des contradictions de l'affirmation qu'on trouve dans le texte justement de la Genèse comme bonne. Et Dieu vit que cela a été bon. On a ce qui se répète pour chaque journée sur laquelle se déroule de manière symbolique la création. Mais la science justement nous aide à comprendre comment les grands mécanismes violents à l'œuvre dans l'édification de l'univers, et on les analyse, on les voit, les manifestations, et bien participent en fait à ces créations. Alors, j'en donne un exemple. Sur Terre, on connaît les tremblements de terre destructeurs, en fait, parce qu'ils sont une manifestation de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc, c'est lié au volcan, mais en fait, tout cet ensemble de volcans et tectonique des plaques, c'est indispensable à l'équilibre de l'abondance du gaz carbonique, qui a maintenu sur des milliards d'années une température tempérée sur une grande partie de la Terre. Et donc, ce qui a favorisé le développement de la vie. Mais donc, comme on sait, cet équilibre se trouve menacé par l'activité humaine, et c'est ce que analyse aussi Laudato Si. Et en même temps, ce que les grandes questions d'astrophysique demeurent, qui ne sont pas résolues. Alors, en particulier, il y a la nature majeure de la masse de l'univers, parce que par les effets gravitationnels, eh bien, on est obligé de faire l'hypothèse de l'existence d'une matière, mais dont on ignore la composition, et donc par ignorance, ce qu'on appelle matière noire. Alors, il y a des candidats, ça, mais on ne sait pas, jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas identifier. Et puis, évoquer aussi par les mesures, une accélération de l'expansion de l'univers. Donc, on fait l'hypothèse d'une énergie noire. Bon, quelle est cette, d'où vient-elle? Bon. Puis il y a une autre grande question proche de nous, c'est l'origine de la vie sur Terre. D'où il en résulte nécessairement une humilité nécessaire de la science. Et donc, une humilité qui est propice au dialogue ou avec la foi, et donc une attitude opposée au scientisme, mais par ailleurs qui existe toujours. Hein. Mais le scientisme, ça veut dire, c'est l'attitude de dire que la science peut tout expliquer, dissiper tous les mystères. Et en même temps, en tant que ce que aborde Jean-Paul II dans son encyclique Foi et raison, c'est que foi et science ne sauraient être en désaccord. La foi et la raison, ce sont, comme il les compare, comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité.
Et alors, également, ça nous aide à voir que la création, ce n'est pas un processus qui transforme une matière existante. Donc ça, c'est le propre des mythologies anciennes, mais c'est une création à partir de rien, ex nihilo. Donc ça veut dire Dieu fait surgir le monde. Et alors, la science, en même temps, elle exprime une autonomie par rapport à Dieu. Donc une distance entre Dieu et sa création qui est dotée de ses propres lois. Et donc ce qui est très important, ça signifie que l'univers n'est pas entièrement prédéterminé. Et alors, cette distance, eh bien, elle évite le panthéisme, car le monde n'est pas Dieu. Mais alors, en même temps, une distance, ça permet une relation donc qui peut se transformer en alliance et qui, pour un chrétien, qui va jusqu'au Christ. Et alors, ça, le point qui me paraît essentiel, donc il y a une valeur théologique de la science. Et en fait, alors si on reprend en fait le livre avec cette vision, le livre de la sagesse, donc dans l'Écriture, on peut lire, c'est lui qui m'a donné la science vraie de ce qui est, m'a fait connaître la structure du monde, et ça, ce sera la source de la pensée de Thomas d'Aquin. Et donc, pour nous aider à réaliser la valeur théologique de la science, eh bien, on peut citer la synthèse magistrale entre science de la première moitié du XXe siècle et le christianisme, qui a été construite par Teilhard de Chardin, donc paléontologue et théologien. Et donc, pour lui, son aboutissement dans l'évolution du Christ, c'est le point, ce qu'il appelle le point oméga. Donc, juste ses principaux ouvrages, Phénomène humain, le milieu divin, Science et Christ, la messe sur le monde. Alors, en même temps, il faut ajouter, c'est une synthèse qui est toujours à reprendre, parce que là, Teilhard de Chardin meurt en 1955, mais la science a continué. Par exemple, chose que j'ai signalée, donc la formation des atomes dans le Big Bang, donc ce qui n'était pas vraiment bien encore élaboré en son temps, et puis en même temps ce qu'on appelle la nucléosynthèse, justement, que les étoiles, justement, en particulier les supernovas, eh bien, forment de nouveaux éléments. Et donc, les étoiles, donc, ça va donner ces nouvelles atomes, toutes les molécules qui nous constituent, donc nous relient à toute l'histoire de l'univers. Et ça, c'est très bien étudié, par exemple, dans une thèse du dominicain Jean-Marie Maldamé, Le Christ et le cosmos, puis une autre aussi, Science et théologie, les figures d'un dialogue donc justement du professeur Denis Lambert. Et donc, à la suite de Teilhard comme croyant, eh bien, on peut dire que la science nous aide à purifier, élargir notre vision de Dieu et donc, du coup, nous permet de dire, avec le psalmiste, eh bien, les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, et là, moi, j'y suis extrêmement sensible. Donc, la science nous donne matière à l'émerveillement. Et donc, étant croyant, eh bien, émerveillant, ça veut dire, ça se traduit en louange. Et du coup, par exemple, ce psaume reprend tout son sens. Yahvé, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, à voir ton ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas. Donc, merci de votre attention.